Quand certains cerveaux avancent en ligne droite, d'autres bifurquent, explorent, se perdent, reviennent et finissent par découvrir des territoires que personne n'avait encore imaginés. Ce sont les cerveaux TDAH, rapides, sensibles, curieux, parfois débordés par leur propre intensité, mais porteurs d'un potentiel immense. Je suis Delphine Muller, neuropraticienne en neurofeedback. Bienvenue dans Turbulence cérébrale. Aujourd'hui, on part sur les traces de ces cerveaux-là, ceux qui faisaient déjà parler d'eux bien avant les IRM et les EEG. Car oui, avant les scanners, les bilans attentionnels et les protocoles modernes, on observait déjà les enfants qui bougent trop, parlent trop ou pensent trop. Voici la saga du TDAH de Philippe Kijigote à l'IRM fonctionnel. Tout commence vers 1800. À cette époque, on ne parle pas encore de psychologie et encore moins de neurosciences. Mais un médecin écossais, Alexander Crichton, observe un phénomène intrigant. Des enfants intelligents, curieux, capables de comprendre très vite, mais incapables de garder leur attention sur une seule chose. Ils se distraient, rêvent, papillonnent d'un sujet à l'autre. Crichton écrit alors que leur esprit s'échappe contre leur volonté. Pour lui, ce n'est pas de la paresse, mais un état du système nerveux. Et c'est une idée neuve. Jusque-là, on pensait qu'il suffisait de vouloir pour se concentrer. Un peu plus tard, en Allemagne, un psychiatre, Heinrich Hoffmann, s'apprête à offrir un livre à son fils pour Noël. Mais tout ce qu'il trouve en rayonnage parle soit de punition, soit de morale. Alors il décide d'écrire lui-même un livre, soit une série de petites histoires illustrées, pleines d'humour et de poésie, et parmi elles, un personnage deviendra célèbre, Philippe Kijigote, un petit garçon qui n'arrive pas à rester tranquille à table et finit par tout renverser. À travers ce conte, Hoffmann ne se doute pas qu'il vient de décrire, sans jargon, le comportement typique de certains enfants que la société juge alors mal élevés ou instables. À l'époque, on parle même d'idiotie morale, comme si ces enfants comprenaient le bien et le mal, mais manquaient de volonté pour choisir le bon côté. L'idée que tout cela puisse venir du cerveau n'existe pas encore. Avançons vers 1900. En Angleterre, le pédiatre George Steele travaille avec ces enfants jugés ingérables. Certains sont colériques, d'autres rêveurs. Toutes et tous ont du mal à se concentrer. Mais Steele remarque qu'ils ne sont ni idiots, ni paresseux. Ils comprennent, ils raisonnent, mais ils ne parviennent pas à se retenir ou à planifier leurs gestes. Il observe que leurs comportements ne dépendent pas seulement de l'éducation, mais aussi d'un mécanisme interne, un frein cérébral qui ne se déclenche et ne s'enclenche pas au bon moment. Et il ose dire, ce n'est pas une question de morale, c'est une question de biologie. Autrement dit, ces enfants ne sont pas mal élevés. Leur cerveau ne régule pas l'impulsion comme il devrait. C'est une révolution. Dans un monde où l'école et la religion attribuent encore tout à la volonté. Mais cette idée n'est pas encore acceptée. À l'époque, les enfants turbulents sont punis, corrigés, voire exclus. On considère qu'ils manquent de discipline et si l'école n'y arrive pas, on accuse la mère. D'ailleurs, ce sera un thème récurrent pendant plusieurs décennies. Si l'enfant bouge trop, c'est qu'il a été mal élevé. Dans les années 1920, un nouveau courant émerge. On pense que ces comportements viennent de séquelles, d'infections, de traumatismes ou de fièvre cérébrale. On parle alors de lésions cérébrales légères, le Brain Damage Syndrome. On imagine qu'un petit dommage dans le cerveau pourrait alors expliquer ces troubles du comportement. Cette théorie est fausse, mais elle a un mérite. Elle déplace enfin la question du domaine moral vers le domaine neurologique. L'enfant n'est plus mauvais, il est atteint. C'est la première étape vers une compréhension plus scientifique.
Puis vient 1937 et un médecin américain, Charles Bradley. Il dirige un hôpital pour enfants atteints de troubles neurologiques, souvent après des infections cérébrales. À l'époque, on réalise beaucoup de ponctions lombaires pour diagnostiquer et traiter ces enfants. Et cette procédure provoque des maux de tête intenses et persistants. Alors pour les soulager, Bradley tente quelque chose d'inhabituel. Il leur donne une amphétamine, pensant stimuler leur tension artérielle pour apaiser la douleur. Et là, effet inattendu, les enfants deviennent calmes, attentifs et même coopératifs. Le personnel médical est stupéfait, note qu'ils écoutent mieux, mémorisent mieux, interagissent plus posément. Ce n'est pas qu'ils ont changé de caractère. Leur cerveau a comme trouvé son équilibre chimique. Bradley venait de découvrir, sans le chercher, le rôle fondamental de la dopamine dans la régulation de l'attention et de l'activité mentale. Mais dans les années 30, je veux dire plutôt dans les années 50, la psychanalyse domine. Tout comportement trouve son explication dans la relation mère-enfant. Un enfant agité, une mère trop envahissante. Un enfant passif, une mère absente. C'est la grande époque où la mère est accusée de tout, et souvent d'avoir fabriqué le trouble. Mais quand même, pendant ce temps, on a une poignée de chercheurs à contre-courant qui continuent d'observer le cerveau. Ils mesurent les rythmes cérébraux, les réponses à la stimulation et commencent à penser que ces enfants sont avant tout neurodifférents. Ils n'ont pas un traumatisme psychique, mais un cerveau qui se régule autrement. Dans les années 70, la chercheuse canadienne Virginia Douglas reprend tous ses travaux. Avec rigueur et patience, elle mesure, compare et observe et de conclure, le cœur du problème, ce n'est pas l'agitation physique, c'est le contrôle attentionnel et comportemental. Elle introduit le concept d'autorégulation. Grâce à elle, le TDAH prend sa forme moderne, un trouble de l'attention, de l'impulsivité et de la régulation interne. Puis arrivent les années 80-90 et avec elles, une invention qui va tout changer, l'IRM. Pour la première fois, on peut voir le cerveau en action. Les images révèlent des différences d'activation dans le cortex préfrontal, le cervelet, les ganglions de la base, des régions impliquées dans l'attention, la planification, l'inhibition. Les circuits dopaminergiques apparaissent déséquilibrés, comme trop actifs par moment, trop lents à d'autres. Le TDAH n'est dès lors plus une hypothèse comportementale, c'est une réalité neurobiologique observable. 2 siècles après Crichton, on sait que le TDAH n'est ni un caprice, ni une faute éducative. C'est une manière singulière pour le cerveau de gérer son énergie, son attention, ses émotions. Et si Philippe qui gigote voyait tout cela aujourd'hui, il chercherait non pas à se défendre, il sourirait simplement, soulagé qu'enfin on l'ait compris. Un cerveau TDAH n'a pas besoin d'être corrigé. Il a besoin d'être piloté avec intelligence, humour et bienveillance. Vous venez d'écouter Turbulence cérébrale et dans le prochain épisode, on parlera du cœur même du TDAH, le A de l'attention et le H de l'hyperactivité. Et d'ici là, gardez votre grain de folie, c'est souvent là que le génie se cache.